Tous les 2 ans est organisé le championnat du monde d'échecs. Rien qu'au nom, vous pouvez déjà vous douter que ce n'est pas n'importe quel match. C'est là où sont joués les meilleurs échecs, les plus prestigieux, les plus profonds, avec, à la clé, rien de plus que le titre du meilleur joueur du monde. Et on pourrait penser que ce sont toujours les meilleurs joueurs qui s'affrontent à chaque fois. C'est logique, je veux dire, pourquoi le match opposant les plus gros monstres de cette planète qui comprennent le jeu à un point que je ne peux même pas imaginer ne se jouerait-il pas avec les meilleurs? Nous sommes en avril 2022, à Astana, où le championnat du monde d'échecs a lieu. Et je ne sais pas ce que vous faisiez à ce moment-là, mais vous avez vécu au même moment que l'une des histoires les plus incroyables des échecs. Faisons une petite aparté pour nos amis qui découvrent le jeu. Les échecs sont caractérisés par des règles simples et un espace limité. Cependant, ils sont souvent associés au génie. Et pour ceux n'ayant jamais touché à un échiquier, regardez juste un extrait de cette vidéo. On a spin, and the king g8 is a mate in several moves. Bishop h7, bishop g6, queen h7 mate. If you take... Suivez Kasparov, une des légendes du jeu. Ce n'est pas juste des paroles dans le vent, c'est expliquer une suite de coups tellement dense que le joueur d'échecs moyen ne serait pas capable de suivre même avec plusieurs réécoutes. Ce qui a montré est plus communément appelé le calcul aux échecs. C'est-à-dire, imaginez une position et essayez de comprendre quelles seraient là ou les suites logiques qui vont arriver si l'on joue un coup. Et je vous assure, ce n'est pas si simple du tout. Pas étonnant de savoir que Kasparov est probablement l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais pas le meilleur. Oui, ce monstre qui a exterminé la compétition pendant plusieurs décennies n'est probablement même pas le meilleur. Celui que beaucoup considèrent comme le meilleur, c'est lui, Magnus Carlsen. Et on ne le présente plus, il a fait nul contre Kasparov à seulement 13 ans. Il a une mémoire dépassant tous ses homologues au top niveau. Il a et domine toujours le classement mondial en Elo. Il a même joué 125 parties de classique en plus de 2 ans. Il n'en a perdu aucune contre les meilleurs joueurs de cette planète. Bref, une brute. Et effectivement, il est très fort. Si fort que les joueurs rêvent de le battre au moins une fois. Alors imaginez devoir l'affronter 14 fois d'affilée et devoir obtenir un score supérieur au sien dans le format le plus prestigieux des échecs, la cadence classique. Vous avez imaginé? Voilà le niveau de jeu dans lequel on se situe. Bienvenue au championnat du monde d'échecs. À ce niveau-là, les échecs ce ne sont plus qu'un jeu, c'est littéralement une vie. Les joueurs font partie de l'élite du jeu. Ils s'entraînent des dizaines d'heures par jour, se préparent à l'aide d'ordinateurs pour trouver des ouvertures encore jamais jusque-là. Maintenant, Magnus est juste le meilleur parmi les meilleurs, sauf qu'il n'est pas le seul. Les joueurs autour de lui sont aussi très forts. Ce que nous avons un petit problème. En effet, le championnat du monde d'échecs ne possède que 2 places, dont une réservée d'office aux champions du monde. Alors comment déterminer celui ou celle qui pourra tenter sa chance et prendre le titre? Simple. Mettons tous les meilleurs joueurs dans un seul et même tournoi, le vainqueur pourra donc affronter notre cher Carlsen. Bienvenue, encore une fois, aux candidats. Ah, les candidats, c'est personnellement mon tournoi préféré, car on ne parle pas de 2 joueurs qui s'affrontent avec le même style de jeu pendant 14 rondes. Là, on parle des 8 meilleurs joueurs, assoiffés de sang, qui s'affrontent entre eux avec un niveau exceptionnel, et chacun avec son propre style. 2 heures de réflexion pour chaque joueur, et au bout du 40e coup, un rajout de temps supplémentaire. Laissons place à nos candidats s'il vous plaît. Hikaru Nakamura, streamer, génie du blitz, considéré comme le rival de Magnus. Yann Nepomniachtchi, qu'on va juste appeler Yann parce que je sais pas le prononcer. Le précédent challenger qui a affronté Magnus Carlsen l'année passée. Fabiano Caruana, un américain très fort avec l'un des classements les plus élevés de l'histoire. Aliruza Ferija, un prodige français. Richard Raporte, un technicien hors norme. Douda, le meilleur polonais de l'histoire. Timur Radjabov, un très fort joueur azéri. Et enfin, notre 8e et dernier candidat, Sergei Karyakin. Nous avons tous nos candidats, qui se préparent plus que jamais pour le tournoi de leur vie. Nous avons juste plus qu'à attendre. Le 22 mars 2022, un scandale éclate. Sergei Karyakin est banni de la FIDE pendant 6 mois pour ses déclarations politiques envers l'Ukraine. Il est donc banni des candidats et nous avons besoin d'un remplaçant. Le temps presse, il reste seulement quelques mois avant le début du tournoi. Le règlement stipule que c'est le joueur avec le plus haut classement et qui n'est pas déjà qualifié qui devrait être pris comme remplaçant. Alors la FIDE regarde la liste et voit une personne oubliée jusqu'à maintenant, Ding Liren, un chinois avec le 2e classement Elo le plus élevé à ce moment-là. Pourquoi a-t-il été oublié? Malheureusement, la Chine a souffert des conséquences du Covid et Ding ne pouvait pas sortir de la Chine pendant un moment, faute de visa. Et ça, ce n'est pas censé arriver. Ding n'a joué que 4 parties sur les 30 nécessaires l'année passée pour être admis au candidat. Alors 2 choix s'offrent à lui. Soit il laisse sa place au prochain, ou soit il choisit de jouer ses 26 parties classiques avant mai pour être pris au candidat. Ok, je pense que vous n'avez pas bien compris. Alors je vais me répéter. Il doit jouer 26 parties de cadence classique qui durent souvent plus de 4 heures chacune en seulement 1 mois, tout en devant se préparer au candidat, car oui, il ne va pas venir les mains dans les poches. Et la cerise sur le gâteau, il doit se trouver un visa, s'inscrire à des tournois et obtenir une performance suffisante pour ne pas se faire rejeter des candidats. Tout ça en 30 jours. Est-ce que c'est bon pour vous? Ding ne peut pas rater cette occasion. Alors il se met au travail. Et le 1er mai 2022, Ding réussit à jouer 28 parties. Avec une performance insane de 13 victoires et 15 matchs nuls pour 0 défaite. Sa mission est donc réussie, il est qualifié au candidat. Malheureusement pour Ding, tous ses adversaires se préparent depuis plusieurs mois. Lui n'a reçu la nouvelle que 2 mois avant le début. Il part donc avec un sérieux handicap, qui ne sera pas sans conséquence.
Nous sommes en juin 2022, le tournoi débute. Les joueurs sont assis, prêts comme jamais pour montrer pourquoi ils font partie de l'élite. Les pendules se lancent. Start s'il vous plaît. Ding et Yan s'affrontent. Un match déjà très difficile pour Ding qui ne s'est pas reposé durant les derniers mois. Et cela se ressent sur l'échiquier. Yan bat spectaculairement Ding en 32 coups avec une attaque magnifique. Du côté de Hikaru, ce n'est pas fameux non plus. Il se fait dominer toute la partie et finit par perdre contre Caruana. Les deux autres échiquiers ont fait match nul. Voici donc les résultats de la première ronde. Ce n'est que la première ronde, il n'y a pas besoin de s'inquiéter alors. Passons donc directement à la troisième ronde. On peut remarquer que Ding est dernier avec seulement 1 point sur 3. Et on commence à voir ceux qui vont probablement se battre pour la place de numéro 1. Yan, Fabiano et tous les autres avec 1,5 points sont clairement les favoris pour gagner les candidats. Mais bon, on est encore à la troisième ronde, il n'y a rien de concret encore, non? Résultat de la ronde 5. Ah, Ding est encore dernier. Et Yan a finalement réussi à rester seul en haut de la montagne. Alireza, le plus jeune du tournoi à 19 ans et celui considéré comme le futur successeur de Magnus Carlsen, est aussi dernier. Et les échecs sont un jeu cruel. Les défaites n'aident pas, mais vraiment pas au mental. Donc chaque partie qui n'est pas une victoire fait très très mal. A l'inverse, les gagnants sont en confiance et gagnent encore plus. Là, il reste 9 rondes à nos joueurs et on voit déjà l'écart qui commence à se creuser. La victoire du tournoi semble se jouer entre Fabiano et Yan, seuls devant les autres. Ronde numéro 7, on fait un gros pas en avant. Alireza passe dernier du tournoi, qui est un choc pour le monde entier qui ne comprend pas pourquoi il n'est pas en forme. Ding, quant à lui, n'est maintenant plus dernier, mais reste très loin derrière Yan et Fabiano, qui se battent encore pour la place du numéro 1. Derrière eux, un peu oublié depuis quelques temps, se démarque Hikaru, qui, je l'assume, était la personne que j'encourageais. Ronde numéro... Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Les résultats sont un bouleversement dans le tournoi. Hikaru bat Fabiano et n'est plus qu'à 1,5 point de différence. Tandis qu'Yan creuse encore plus son avance, avec maintenant 1 point de plus devant tout le monde. Hikaru rejoint la compétition, mais que un seul pour affronter Magnus. Alors, il a intérêt à jouer les meilleurs échecs de sa vie pour rattraper son retard. Ronde 9. Wow! Bon ok, j'arrête de vous exploser les oreilles. Mais encore une fois, un match sanglant. Hikaru perd contre Radjabov contre toute attente. Nepo continue de chiller au sommet. Firouzja gagne contre Rapporte et échange de place avec Douda qui passe dernier des candidats. Et vous voyez peut-être la même chose que moi. Ding Liren gagne sa première partie. Effectivement, ça ne veut rien dire. Il est trop loin par rapport à Yan pour pouvoir espérer quelque chose. Mais quand même, Ding a gagné sa première partie du tournoi. Et à partir de ce moment-là, le tournoi va prendre une autre tournure. Ronde 10. Yan est maintenant à 1,5 point devant tout le monde. Il le sait. Il va probablement gagner les candidats de 2022. Ce qu'il cherche à faire, ce n'est plus gagner, c'est juste maintenir son avance pendant que les autres se fight. Ding gagne une nouvelle fois. Et c'est insane. Il n'avait gagné aucune partie en 8 rondes. Et là, il enchaîne 2 victoires d'affilée. Alireza perd contre Hikaru et repasse dernier. Et le plus surprenant, Fabiano perd contre Douda. Et je pense que ça a dû faire très mal au mental. Il n'a maintenant donc plus d'avance. Et Hikaru, Fabiano ainsi que Ding se battent pour espérer obtenir la deuxième place. En ronde numéro 11, Ding gagne contre Caruana. Fabiano est donc maintenant hors de la course. Lui qui était devant depuis le début. Nepo gagne contre Alireza. Et c'est clair, maintenant Yan va gagner les candidats. Les autres s'affrontent donc non plus pour gagner les candidats, mais pour avoir le meilleur classement sur les 8 pour remporter le plus d'argent possible. Passons donc à la 14e et dernière ronde. Et voici les résultats. Alors oui, Yan a effectivement gagné les candidats. Et est donc qualifié pour affronter Magnus Carlsen. Ding Liren, quant à lui, est remonté des abysses et a réussi à atteindre la deuxième place, devant Hikaru et Timur qui a spawn dans le classement, je sais pas pourquoi. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais cette vidéo n'aurait pas grand intérêt. Magnus Carlsen avait déjà critiqué le championnat du monde dans le passé, pour sa cadence trop longue, ses parties très fatigantes, ainsi que ses préparations interminables, pour au final ne gagner rien. Car oui, Magnus ne gagne rien, il peut que perdre son titre. Alors le 20 juillet 2022, près de 2 semaines après la fin des candidats, Magnus donne son verdict. Il ne défendra pas son titre. It's very simple that I am not motivated to play another match. Et là vous comprenez mieux pourquoi cette vidéo est intéressante. Magnus ne jouera pas au championnat du monde. Il renonce donc à son titre. Parce que Yan n'obtient pas le titre comme ça, non, ça serait trop facile. Et la FIDE ne va en tirer aucun bénéfice. Qui donc devra affronter Yan Nepomniachtchi dans ce match? Oui, vous l'avez deviné, c'est évidemment Ding. Il est arrivé deuxième, dans la logique des choses, il devrait être l'adversaire idéal. Yan devait être à la fois frustré de ne pas avoir sa revanche contre Magnus, mais tout de même soulagé. Car oui, Magnus est très fort. Ses adversaires ne pouvaient juste pas le battre. Mais maintenant qu'il s'est retiré du marché, c'est l'occasion en or pour Yan. Le rêve de tous les joueurs que l'on a cités dans cette vidéo est sans aucun doute de devenir champion du monde, au moins une fois. Alors Yan ne veut pas rater cette chance et se prépare comme jamais pour affronter Ding. Il sait qu'il peut le faire. Il a quand même réussi à obtenir le plus haut score dans l'histoire des candidats. Ding n'est clairement pas le favori. Manque d'expérience, temps de jeu réduit à cause du Covid, un score moins bon que celui d'Yan aux candidats. Bref, Ding Liren devra monter ses capacités et pourquoi elle a été choisie comme le participant au championnat du monde. Afin d'avoir toutes les chances de leur côté, nos protagonistes essayent de trouver une nouveauté dans une variante, d'une variante. Bref, les échecs sont un arbre aux branches infinies. C'est pour ça qu'ils vont avoir besoin de l'aide des autres meilleurs joueurs pour charger encore plus vite. On ne sait malheureusement pas ce qu'ils cherchent, ce qui crée un effet de surprise à chaque nouveauté jouée au championnat. On est le 9 avril 2023. Près de 9 mois après l'annonce de Magnus, il est 14h50, le match commence dans 10 minutes. Yan a les blancs,
ce qui accentue encore plus ses chances. Effectivement, elle a gagné 1,5 points sur les 2 parties clés et jeux contre Ding durant les candidats. Yann est en confiance, et il a raison. Pourquoi ne le serait-il pas? Du côté de Ding, cela se ressent. Il n'arrive pas à croire qu'il joue au championnat du monde, et que, en jeu, ce n'est plus de l'argent ou un trophée, c'est littéralement le titre le plus prestigieux des échecs. Les 15h00, serrez-vous la main et bonne partie. Bon, vous ne devez sûrement pas comprendre ce qui se passe, c'est normal. Moi non plus, je ne comprends rien. À vrai dire, qu'une poignée de personnes est capable de suivre le jeu. Pas étonnant que les commentateurs font partie des meilleurs joueurs de cette planète. Yann joue l'une des ouvertures les plus denses, et celle la plus jouée au top niveau, l'espagnol. Et ça n'a l'air de rien, c'est seulement le 3ème coup. Pourtant, cela annonce déjà la couleur de la partie. Si Yann est rentré dans cette variante, c'est qu'il est prêt à prendre le pari, qu'il s'est mieux préparé que Ding sur une ouverture qu'il avait forcément travaillé. Au début, si les joueurs jouent à une vitesse très rapide comparée au temps qu'il leur est donné, c'est normal. Cela veut dire qu'ils sont sur leur territoire et que les coups qu'ils jouent sont approuvés par l'ordinateur. Une manière simple de savoir si un joueur est familier avec la position est de regarder le temps qu'il prend à jouer. Et le plus souvent, celui qui se retrouve à jouer par lui-même en premier au championnat du monde est probablement celui qui va partir avec un désavantage de temps. Je rappelle la cadence du championnat du monde, 2 heures pour chaque joueur, au 40e coup on rajoute de temps de 1 heure et au 60e coup, les joueurs obtiennent 15 minutes en plus et surtout un incrément de temps de 30 secondes à chaque coup joué. Autrement dit, c'est long. Très long. Les parties peuvent durer jusqu'à 6 heures sans problème. Souvenez-vous bien de ça. Ce sera important pour la suite du match. Bon bref, les joueurs dépalent leur préparation rapidement et le monde attend de voir celui qui fera la première surprise sur l'échiquier. Et c'est Yann, très tôt, qui surprendra les commentateurs. Il prend le cavalier de Ding en C6, un coup très rare et surtout réputé comme égalisant pour les noirs. Mais ça, Yann, il le sait. Son objectif, ce n'est pas de jouer à perfection, c'est de déstabiliser Ding et de le sortir de son territoire le plus tôt possible. Alors Ding prend un peu de temps, probablement surpris et déçu de voir sa préparation tomber à l'eau, mais joue le coup logique de reprendre le fou et essaye de ne montrer aucune émotion. Et comme vous le voyez à la vitesse qu'a joué Yann, il est préparé. Il se lève, pas parce qu'il en a marre d'être assis, mais c'est pour encore une fois déstabiliser Ding. Et vous avez peut-être compris tout l'enjeu du match. À un moment ou à un autre, les joueurs ont une limite. Ils ne peuvent pas jouer mieux que l'autre si facilement. Alors un autre combat se crée à l'extérieur d'échiquier. Un combat psychologique. Et là, les joueurs doivent se battre sur 2 fronts. Ding doit alors se défendre sur le plan psychologique ainsi que se défendre de la préparation de Yann. On avance un petit peu. Ding a finalement réussi à s'échapper du mail du filet. C'est un retour à un combat égal ou presque. Regardez le temps de Ding. Il a déjà perdu 35 minutes juste dans l'ouverture. Tandis que Yann commence à peine à réfléchir. Mais ce n'est pas grave. Ding a fait le plus difficile. Et finalement, 5 heures après le début du match, les joueurs n'ont pas pu percer les défenses adverses. Ils se serrent la main, signent la nulle, se lèvent et partent. L'un soulagé, l'autre déçu. Ronde numéro 2. Bon, on ne va pas faire toutes les rondes une par une, même si elles sont toutes intéressantes, on serait encore là demain. Mais je vous promets, cette ronde-là a changé tout le cours du match. Cette ouverture est appelée le gambit dame refusé. Et Ding, jouant avec les blancs, avait l'habitude de jouer une ouverture qu'on appelle la catalane, qui débute avec pion G3. Alors Ding prend son pion et... Qu'est-ce qu'il fait? Pion H3? Il s'est trompé de pion? Les commentateurs sont sous le choc. Même eux disent qu'il a misclick. Mais non, Ding avait bel et bien l'intention de jouer ce pion-là. Et je voulais juger par la réaction de Yann s'il était prêt à rencontrer ces deux variantes. Yann est surpris. Il sourit même. Coup de pion innocent qu'a joué Ding dans une position littéralement jouée des millions de fois est en réalité une première dans le top niveau. Mais vous vous doutez bien que si ce n'a jamais été joué, c'est que c'est probablement pas un très bon. Et effectivement, Ding refait la même chose qu'a fait Yann dans la ronde 1. Il ne cherche pas non plus la perfection, il cherche à gagner le combat psychologique. Mais les échecs demandent un jeu parfait à ce niveau. Donc même si Ding a réussi à surprendre tout le monde, ce n'est pas un bon coup, et surtout il manque d'expérience dans cette variante. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Yann punit Ding pour sa prise de risque trop élevée et remporte la partie. Bon, en soi, ce n'est pas la première fois qu'une prise de risque rate, alors pourquoi cette ronde est-elle si importante ? Déjà, Yann a battu Ding et a maintenant à 1 point d'avance, mais ce n'est pas réellement ce que je voulais vous montrer. Et j'aurais aimé vous révéler quelque chose de très intéressant, et qui aurait été une première durant toute l'histoire du championnat du monde d'échecs. Mais pour suivre la chronologie du match, je vais devoir vous faire patienter un peu. Juste, souvenez-vous de ce coup H3. La ronde 3 se conclut en un simple match nul, tandis que la ronde 4 est intéressante. Pas de nouveauté ou de surprise grandiose dans l'ouverture, juste un changement de structure et de plan de jeu. Et bon, regardez cet extrait pendant quelques secondes. On est au 28e coup, et pour ceux jouant un peu aux échecs, vous pouvez voir la barre d'évaluation de l'ordinateur monter très vite. Mais pourquoi ? Aux échecs, il y a un système de valeurs pour chaque pièce, qui est attribué pour ses capacités. La dame, par exemple, est la pièce la plus forte des échecs. Elle peut aller en diagonale et en ligne droite, elle vaut donc 9 points. A l'inverse, le pion est lent et ne peut même pas reculer. Il vaut donc 1 point. Mais donc à quoi ça sert de savoir ça ? Tout simplement, car cela veut dire que certains échanges de pièces ne sont pas équivalents. Échanger une dame pour un pion, ce n'est pas équitable. Bon voilà, vous savez ça, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse dans la partie. Car ce qui m'intéresse, c'est cet échange de la tour contre le cavalier.
que Ding joue en quelques minutes seulement, confiant de son coup. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer que ce n'est pas un coup que l'on joue à ce niveau s'il n'y a pas de suite derrière. Effectivement, une tour vaut 5 points, tandis qu'un cavalier en vaut seulement 3. Et ce n'est pas grave, car les meilleurs joueurs du monde n'ont pas besoin de respecter les mathématiques pour gagner. Ding sacrifie du matériel pour avoir une marée de pions écrasante contre Yan. Et dernière chose, promis. Quand un pion arrive sur la dernière rangée adverse, il se transforme en dame. Oui, c'est bizarre, mais c'est en réalité très important comme aspect, car cela veut dire que les pions peuvent s'avérer très dangereux. Bref, Ding sacrifie sa tour et finit par battre Yan quelques coups après. Les scores sont de nouveau égaux, mais pas pour longtemps. Yan reprend le dessus en gagnant la 5ème ronde, avec une préparation qui dépasse ce que je pouvais imaginer. Yann a joué 22 coups sur les 48 en moins de 5 minutes, et bon, ça ne semble pas si compliqué dit comme ça, mais déjà essayer de retenir 22 coups d'affilée, et surtout essayer de retenir 22 coups d'affilée au milieu de centaines voire milliers d'autres variantes que vous aviez préparées. Ça sonne déjà un peu plus sérieux. Et bon bref, Ding perd assez violemment, mais ce n'est pas si grave, car la ronde d'après, il nous sort du pur génie, avec une menace d'échec et mat que même un top 10 mondial avait raté. And checkmate you. Oh! It's completely beyond me how you can see it from afar. You must be total genius. Ça fait 3 parties de suite qui ne sont pas des matchs nuls, ce qui est déjà très rare au top niveau, mais ce n'est pas prêt de se finir puisque la 7ème ronde a été remportée par Yan. Mais pas comme vous l'imaginez. Durant ce match, Ding prend beaucoup de temps. Tellement de temps qu'au 32e coup, il ne lui reste plus que 6 minutes. Et bon, si vous vous souvenez, je vous ai dit que les joueurs recevaient un rajout de temps au bout du 40e coup. Et même si c'est compliqué de jouer les 8 coups restants en quelques minutes et dans une position délicate, ce n'est pas impossible de la sauver pour Ding. Yan, quant à lui, veut se saisir de cette erreur de Ding pour lui mettre la pression. Il se prépare donc à jouer des coups rapidement et qui créent des complications. Alors il attend le coup de Ding. Et il n'est pas le seul à attendre car le monde entier attend aussi. Mais rien. Nada. Ding ne veut pas jouer. On joue spoiler un peu, Ding finira par jouer au bout de 5 minutes. Et il ne lui restera plus que quelques secondes, ce qui ne suffira pas. Et personnellement, c'est peut-être ce que j'aime autant dans le championnat du monde. Ces joueurs restent humains. Je sais que je les ai présentés comme des surhommes durant toute cette vidéo, mais au final, ils sont comme nous, et la pression peut faire tomber même les meilleurs. Ding a littéralement dysfonctionné pendant 5 minutes. Maintenant qu'Yan a un point d'avance, s'il peut arriver à maintenir son avantage, il pourra pousser Ding à être plus agressif dans les parties suivantes, qui engendrera donc plus de risques d'erreur. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la surprise du coup H3 à la ronde 2? Eh bien vous allez enfin comprendre pourquoi cela a changé le cours du match. La ronde 8 n'était pas si intéressante, c'est juste que Ding a encore une fois surpris tout le monde avec le coup tour à 2. Nos joueurs sont en train de jouer, alors laissons-les, car au même moment sur Reddit, un utilisateur pointe du doigt avoir découvert quelque chose, mais quelque chose de très grave en fait. Il dit avoir trouvé 2 comptes Lichess et Chesscom qui se sont affrontés et qui ont bizarrement suivi toutes les ouvertures que Ding avait jouées durant le match. En quelques minutes seulement, tout le monde est au courant et le monde soupçonne que ces comptes sont en fait ceux de Ding et de Richard Rapport. Et au bout de quelques heures, ce n'est même plus des soupçons puisque tout le monde le pense. Même Hikaru viendra à dire qu'il n'y a 0% de chance que ce soit pas leur compte. There's zero chance that these aren't their accounts. Zero chance. Et là, c'est très grave, trop grave même. Ding n'en sait rien pour l'instant puisqu'il est en train de jouer, mais cette unique post-Reddit pourrait en réalité détruire la fin du match. Je le rappelle, Megan a actuellement un point d'avance, et si en plus il a accès aux parties jouées par Ding pour se préparer, ça craint. Inutile de dire qu'après la ronde 8 qui s'est terminée par un match nul, lorsque les journalistes le questionnent à propos des comptes, il nie. What is your reaction to this? I don't know. Même si après le championnat, il avoue que c'était bel et bien ses parties. Là, Yan le sait, il est très bien parti pour remporter le championnat du monde. Il reste solide dans ses parties, étudie les 2 comptes, mais affirmera que cette découverte ne changera pas grand chose dans sa préparation, juste que Ding ne pourra plus jouer les lignes qu'il avait jouées sur ses comptes. It influenced it like too much. Jusqu'à la ronde 11, nos finalistes enchaînent les matchs nuls, mais Ding réussit, ne me demandez pas comment, à remporter la 12e ronde, malgré tous les problèmes qu'il a rencontrés. Yan a fait une faute tactique, surtout stratégique, puisqu'il s'est lancé dans une partie compliquée, lorsqu'il devrait jouer solide. Donc maintenant ils sont à égalité. Et peut-être que vous vous demandez ce qui se passe lorsque 2 joueurs ont le même nombre de points au bout de la 14e ronde. Je vous propose donc de voir ça maintenant, car oui, le match n'a pas choisi de champion du monde. Les rondes 13 et 14 se sont terminées en match nul, et nos joueurs ont actuellement 7 points chacun. Pour déterminer le vainqueur, nous allons changer la cadence. Les joueurs vont jouer non plus avec 2 heures chacun, désormais ils joueront avec 25 minutes et 10 secondes par coup. Ce qui change 2 choses. 1. Les parties vont être bien plus rapides, ce qui va augmenter les risques d'erreur ou de retournement de situation. 2. Les préparations sont encore plus dévastatrices car les joueurs n'ont pas le temps de réfléchir des dizaines de minutes sur un seul et même coup. Ils vont d'abord commencer par jouer 4 parties. Et s'il n'y a pas de clair gagnant, ils vont rejouer 4 parties, mais on va continuer de baisser le temps jusqu'à ce qu'un de nos finalistes finisse par emporter 2,5 points ou plus sur les portions de 4 parties. Nos joueurs sont déjà fatigués des 14 dernières rondes, mais ils doivent continuer de se battre car ils savent que là, ils vont pouvoir marquer l'histoire des échecs s'ils gagnent. Alors il faut un dernier petit effort pour le match de leur vie. La ronde 1 se passait plutôt bien pour Ding avec les blancs, qui va réussir à obtenir un avantage durant l'ouverture. Néanmoins, le niveau de jeu baisse un petit peu et c'est normal, c'est pour ça que Ding commet une erreur et perd son avantage. La partie se terminera quelques coups plus tard après une répétition de coups.
Pareil pour la ronde 2, Yann ayant cette fois-ci les blancs, avait aussi une position plutôt plaisante dans le milieu de jeu, mais avec les noirs on cherche à faire match nul car on commence avec un désavantage d'ouverture. Alors Ding réussit à convertir dans une finale égale et les joueurs signent la nulle encore une fois. Rien de spécial pour la ronde 3, Yann s'est bien défendu avec les noirs et Ding n'a pas cherché les complications. Bon et en bref les joueurs savent que déjà la ronde 4 va être aussi nulle et qui se préparent mentalement à la cadence encore plus rapide qui va suivre ce match. Sauf que, spoiler, il ne va pas y avoir de suite à ce match. Oui, vous avez compris, en fait la ronde 4 ne s'est pas conclue en simple match nul. Et quelqu'un, à ce moment-là, est bel et bien devenu champion du monde. Yann est blanc. Il joue espagnol contre Ding. Il joue ce rare fou B1 au 13e coup, puis propose à Ding une répétition de coups pour l'affronter dans une cadence plus rapide, où Ding n'est pas réputé comme excellent. Alors Ding répète, une fois, puis une deuxième, mais finalement refuse la nulle avec les noirs. Ce qui est surprenant et courageux selon les commentateurs, mais il refuse. Ce qu'il essaye de dire à Yann, c'est de prouver de quoi il est capable. Car si cette partie finissait par un match nul, les performances de Ding dans les prochaines rondes n'allaient que se dégrader. Alors il n'a pas le choix, et prend le risque de tout perdre, pour tout gagner. Yann est surpris de la décision de Ding, mais doit quand même se battre. Mais fait une erreur directement. Ding est gagnant, mais pas qu'un peu. Il l'est complètement. Il va commettre à son tour une erreur en échangeant les tours avec Yann et la partie est de retour à égalité. Les pions de Ding sont très dangereux et ils sont proches pour promouvoir en dame. Et là, Yann a l'occasion de sauver la partie en sacrifiant son fou en G7. Ce qui laisserait un échec perpétuel et donc un match nul. Mais il le rate. Il menace échec et mat, mais c'est une gaffe. Ding se défend et ses pions sont plus proches que jamais pour devenir des dames. Yann essaie de les arrêter, il essaye de créer des problèmes. Il essaye, je vous assure qu'il essaye. Mais sa position ne fait qu'empirer. Et Ding le sait, tout comme Yann le savait durant les candidats, tout comme le monde entier le savait à ce moment-là, tout comme Yann le savait durant la partie, Ding va gagner le championnat du monde d'échecs. Ding va devenir champion du monde. Alors Ding pousse son pion, et je n'ai plus besoin de vous dire un mot pour vous expliquer ce qu'ont ressenti les deux joueurs à ce moment-là. Qui aurait pu croire que Ding allait gagner le championnat du monde? Il était même pas participant au candidat à la base, puis il devait se battre contre les meilleurs joueurs de cette planète avec déjà un gros handicap de temps et d'énergie, puis il est arrivé deuxième derrière Yann, clairement favori, avant que Magnus ne renonce à son titre, que la préparation de Ding a fuité, et il était constamment derrière Yann durant tout le match. En partie rapide, il est moins bon que la moyenne à ce niveau, donc il devrait redoubler d'efforts, et tout ça pour jouer cette partie qui l'emmènera dans l'histoire des échecs à tout jamais. Aujourd'hui, Ding ne joue plus en tournoi et commence à se lasser du jeu. Ce que je trouve encore plus incroyable puisqu'il voulait arrêter les échecs avant les candidats. J'aimerais remercier personnellement Ding d'avoir réussi, ce qui m'a permis de raconter une histoire incroyable et qui va, j'espère, donner envie de jouer aux échecs aux personnes qui ont regardé cette vidéo. On est bientôt 500 abonnés, ce qui est dingue, merci beaucoup. En tout cas, c'était Lux. Ciao.